Est-ce que élaborer des actions de formation en situation de travail, ça s'apprend ou pas? Moi, aujourd'hui, je peux vous dire que oui, ça s'apprend. Ça veut dire qu'on peut être formateur, on peut être consultant, on peut être enseignant, que ce soit dans un OF. On peut être aussi formateur consultant dans une entreprise ou indépendant. Je pense que ça ne suffira pas à mettre en place vraiment ce qu'on appelle des AFEST, puisqu'il y a des éléments qu'il faut connaître et il y a des éléments qu'il faut acquérir. C'est pour ça que j'ai posé cette question en disant tout simplement que ça s'apprend et on va voir. Hein, on va voir. Il est possible que vous pratiquiez dans votre métier déjà des AFEST, mais il est très important et intéressant d'établir un peu les clés un peu du comment on va mettre en place ce dispositif, parce que vous allez voir qu'en définitive, c'est un dispositif pédagogique, mais en situation de travail, c'est-à-dire que vous allez voir, on va découvrir beaucoup de choses. Alors rapidement, pour ceux qui viennent d'arriver, donc moi, donc je suis Sofiane Bakouche, donc je suis coordinateur AFES dans un OF dans le sud de la France, Avignon, Vaucluse. Je suis formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques. Ça fait un peu plus de 15 ans que je suis dans la formation professionnelle, consultant. Et aujourd'hui, depuis déjà 5 ans, je fais que de la FEST, que ce soit en organisme de formation, mais aussi en entreprise. Hein. Vous allez voir que c'est possible et on va découvrir ça ensemble. Alors, on va commencer par une phrase très simple. Pour moi, hein, la formation de demain, c'est la formation en situation de travail. Et je vais vous dire pourquoi. C'est un point de vue, parce qu'on est en train de vivre, comme le Covid a accéléré ce qu'on appelle la digitalisation, mais on imaginait que ça allait venir. Mais la Covid n'a fait que, je dirais, accélérer les choses. Et je vous invite tout simplement à venir dans mon paradigme un peu de la formation en situation de travail, et je vais essayer un peu d'étayer tout ça. Euh, alors, j'ai décidé d'utiliser une technique que j'ai appelée la technique bikini. Ça veut dire que je vais essayer d'être très court. Je vais essayer de susciter l'intérêt et surtout aller vers l'essentiel concernant ce que je vais aborder de suite. Hein. Très bien. Alors, le sommaire, on va regarder un peu le cadre juridique. C'est très important par rapport à la réforme de 2018. Qu'est-ce que la réforme de la formation professionnelle distingue en sens des AFEST? On va essayer un peu de donner une définition la plus précise possible concernant les formations en situation de travail. Pourquoi il faut y aller? Pourquoi j'y vais? Et surtout, il y aura peut-être comment. Et je donnerai quelques pistes de travail et la réponse à cette question du pourquoi il faut y aller. Très bien. Alors, on va aborder la partie du cadre juridique. Donc, comme vous le savez, je pense déjà, alors je vais poser peut-être une question. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà entendu parler des AFEST, ou est-ce que vous vivez, est-ce que vous avez mis en place déjà une AFEST? Est-ce que vous pouvez, si c'est OK, vous pouvez me taper 1 par exemple, ou 2 si c'est non. Comme ça me donnera une idée un peu de… Très bien. Donc, Clément 1, ça veut dire que vous y êtes déjà, donc c'est pas mal. Est-ce que c'est dans un organisme de formation ou en entreprise En entreprise, j'imagine. Oui. OK, OF. Très bien. Alors, un des enjeux, on va continuer, un des enjeux de la réforme de la formation professionnelle affichée est de faciliter l'accès et le recours à la formation professionnelle pour les entreprises et les individus. Ça, on est bien d'accord. Je voulais tout simplement le rappeler pour qu'on débute cette partie d'explication. Il faut savoir que concernant l'action de formation, pour qu'on arrive crescendo doucement à arriver un peu aux AFEST, hein, c'est que l'action de formation se définit comme un parcours pédagogique. On est bien d'accord sur ça, qui va permettre d'atteindre des objectifs professionnels. Alors ici, c'est le développement des compétences sur des métiers divers, hein, que
ce soit en OF ou bien tout simplement un métier bien spécifique, par exemple en entreprise. Et elle peut être réalisée tout en partie à distance, puisque vous le savez, mais aussi en situation de travail. Donc ça soulève quand même pas mal je dirais, de réponses, nous, en tant que professionnels, surtout sur la partie multimodale. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il est très intéressant de travailler sur la partie présentielle, à distance et aussi en situation de travail. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est la partie en situation de travail. Alors pour cela, on va essayer un peu, je vais partir de ce qui se faisait et de ce qui se fait aujourd'hui hein, en tant que parcours pédagogique, puisque par rapport à la loi de 2018, vous le savez, et d'ailleurs c'est l'objet un peu de notre rencontre, c'est qu'aujourd'hui, la réforme rend désormais possible les actions de formation en situation de travail ou AFEST. Et là, on va essayer un peu de détailler tout ça sur la partie du Code du travail. Alors, ça, c'est un peu l'idée un peu de ne pas tomber dans le piège et de croire que, alors c'est ça qui aussi qui soulève pas mal de questions, c'est qu'une formation en situation de travail, oui, mais pas apprendre sur le tas. Hein. C'est justement la problématique que je pense certains rencontrent en disant, bon, voilà, donc il est en situation de travail, il apprend des choses, donc il est en formation. Donc ça, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, comme je l'ai expliqué, aujourd'hui, la loi est bien définie, c'est-à-dire pour qu'on arrive à mieux comprendre et appréhender les formations en situation de travail. J'ai envie de faire un parcours rapide sur la notion de parcours pédagogique. D'accord ? Donc, la notion de parcours pédagogique, ce qui existe aujourd'hui, et vous allez voir pourquoi je fais ça, c'est qu'après, je vais doucement faire une transition vers les AFEST, puisque grosso modo, aujourd'hui, un parcours pédagogique va être construit avec des objectifs avec le sujet. Le sujet, c'est le stagiaire ou le salarié qui souhaite construire des compétences par rapport à un métier spécifique. On va positionner le salarié, faire un positionnement, puis on va mettre en place les modalités pédagogiques adaptées à cette personne. Une fois que c'est fait, on va réaliser, bien sûr, le temps de formation. Et à la fin, on va évaluer. Alors évidemment, ici, j'ai mis évaluation du niveau atteint, hein, mais vous allez me dire, oui, mais on peut aussi évaluer au début, mais aussi en cours. Oui, hein, donc là, on est sur une notion de parcours pédagogique standard. Maintenant, en termes d'action de formation en situation de travail, la première question qu'il faut se poser, est-ce que je peux mettre en place une AFEST sur tous les aspects de développement des compétences qui rentrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle? Donc, la réponse est sans équivoque, oui. C'est pour ça que la notion de parcours pédagogique en AFEST, c'est qu'au fur et à mesure, alors tout à l'heure, on va parler un peu des clés, c'est qu'en définitive, on va rapidement se rendre compte que c'est un dispositif pédagogique. Alors, là, c'est un schéma, et après, on va rentrer un peu dans le détail. C'est qu'évidemment, il y a un point qui est très important sur la notion de parcours pédagogique dans les actions de formation en situation de travail, c'est la partie avant-projet. Particulièrement en entreprise et aussi en organisme de formation. Il y a aussi la partie analyse de l'activité. Quand je dis analyse de l'activité, c'est l'analyse du travail. Hein. Après, ça aussi, on peut rentrer encore plus dans le détail, mais j'essaie un peu de donner les 5 clés et après, on va en parler une par une. Le troisième point qui est important, c'est la désignation préalable d'un formateur AFEST. Alors évidemment, quand on dit formateur AFEST, c'est une personne qui est censée être formée pour les actions de formation en situation de travail. Alors, on peut appeler ça aussi référent, parce que c'est le terme qui revient systématiquement, donc référent AFEST, par exemple en entreprise, ou aussi un accompagnateur AFEST,
puisque, par exemple, nous, à notre niveau, on forme ce qu'on appelle les accompagnateurs pédagogiques AFEST. Le quatrième point, c'est les mises en situation de travail apprenantes. Ça aussi, vous allez voir, on va l'aborder. Et je dirais aussi l'extraction du sujet, c'est-à-dire qu'on va créer dans ce parcours des séquences réflexives qui sont à part, complètement à part, des mises en situation du sujet, c'est-à-dire du stagiaire, des mises en situation de travail apprenantes. Donc ça, vous avez vu, bon, c'est assez rapide, hein, c'est un schéma assez rapide, mais vous allez voir, après, on va étayer clé par clé quelles sont les obligations en termes d'abord en termes d'application des dispositifs AFEST, que ce soit en OF ou bien en entreprise. Alors, pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, évidemment, l'AFEST on va pouvoir l'appliquer sur pratiquement toutes les dispositions relatives à la formation professionnelle. Ça peut être des actions de formation à l'issue, par exemple, ils ont un titre professionnel ou une certification. Ça peut être aussi des formations professionnalisantes. Ça peut être aussi un bilan de compétences. Ça peut être aussi des actions permettant de valider des exercices de l'expérience, mais aussi des actions d'apprentissage. Donc déjà, là, il y a un champ très large concernant la mise en application des AFES sur les différentes dispositions relatives à la formation professionnelle. Donc ça, c'est une chose. Puis, ce qu'on peut dire sur la première partie, hein, j'espère que je ne suis pas allé trop vite, c'est que la nouvelle définition de l'action de formation en situation de travail introduit dans le Code du travail, donc ça c'est une chose, et confère à la formation en situation de travail le statut d'action de formation au sens juridique de ce terme. Et ça veut dire que ça va nous ouvrir des champs très larges sur la possibilité, alors je ne dirais pas innover, mais créer une autre manière de conceptualiser, de construire des compétences avec les apprenants. Et surtout transformer ce qu'on fait aujourd'hui. Vous verrez, j'ai fait quelques slides intéressants pour essayer un peu de vous passer le message sur la manière comment on devrait aborder aujourd'hui les formations en situation de travail. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est que l'idée, ce n'est pas de partir de ce qu'on a, mais vraiment repenser complètement notre manière de former, soit en OF, mais aussi en entreprise. Alors, avant d'aborder, et là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet, les points clés de la mise en place d'une AFEST, d'accord? Donc, on va aborder, je vais vous donner les clés les plus importantes qui vont prouver que vous rentrez vraiment, véritablement, dans un vrai dispositif d'action de formation en situation de travail. Alors, la première clé que je répète systématiquement, c'est que, alors que je n'en parlerai pas, c'est une véritable ingénierie de mise en place d'une AFEST. Donc ça, le problème va se poser vraiment en entreprise. En entreprise, par exemple, j'ai pas mal d'entreprises qui aujourd'hui souhaitent transformer ce qu'ils ont aujourd'hui en formation. C'est-à-dire que c'est alors en général, c'est des formateurs consultants qui interviennent soit dans la grande distribution, soit dans le médico-social, par exemple, ou soit dans l'informatique, à la demande d'une entreprise ou d'un client pour former un salarié pour devenir, par exemple, chef de rayon. Donc, ils interviennent 2 jours, 3 jours, selon un programme bien défini, des objectifs bien définis. Et l'idée, c'est de repenser complètement la manière comment ils forment et ils souhaitent mettre en place, par exemple, des actions de formation en situation de travail, bien sûr, à la demande de leur branche professionnelle, les OPCO, par exemple. Alors, ici, il faut vraiment une véritable ingénierie de formation en AFEST. On est vraiment sur une partie d'avant-projet qu'il faut étudier parce que ce n'est pas toujours évident, mais on y arrive toujours. Donc ça, c'est avant d'aborder les points clés, et après on verra un peu au niveau des organismes de formation, puisque le champ est encore plus large, par exemple, dans les OF. Alors la première clé, c'est ce que j'appelle moi l'action de travail. J'appelle ça l'action de travail. Pourquoi? Parce que
je dirais la sémantique de l'analyse du travail change complètement quand on est en formation. Pourquoi? Parce que l'analyse de l'activité de travail, il faut l'adapter à des fins vraiment pédagogiques. Alors ici, j'ai utilisé des fins pédagogiques, mais évidemment, étant donné qu'on est en formation professionnelle, je ne dirais pas développement des compétences, mais c'est vraiment la construction des compétences. On construit des compétences du sujet qui, en général, ont un lien avec la référence du métier ou bien la référence du poste demandé, par exemple, quand on est en entreprise. Reste à définir le prescrit et les tâches vraiment réalisées par le salarié. Donc ça, c'est une chose. Donc la première clé, c'est l'analyse du travail. Donc il y a un gros travail à faire sur ce diagnostic à faire concernant l'activité de travail, l'action de travail qui va être effectuée par l'apprenant ou le professionnel ou ce que j'utilise en général, le sujet. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième, quand on se positionne vraiment sur un projet en entreprise. Et toujours la deuxième, quand on veut monter un véritable programme, par exemple, vers un titre professionnel dans un OF, évidemment, il faut faire un travail du parcours des 8 mois que les apprenants vont avoir. Mais en tout cas, il y a vraiment cette partie d'analyse du travail. Donc, ce que j'appelle moi l'action de travail. Le deuxième point qui est important qu'on a vu tout à l'heure, c'est la désignation préalable d'un formateur, accompagnateur ou référent à FEST. Alors évidemment, au niveau de la loi, il faut qu'on soit bien clair, c'est que le terme qui revient systématiquement, c'est référent à FEST. Après, évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de formateurs à FEST et vous voyez que la marge de manœuvre pour l'avenir, c'est que c'est des métiers qui vont arriver petit à petit et on va avoir besoin de professionnels qui sachent vraiment maîtriser tout ce processus, autant en termes de construction, en termes d'accompagnement, en termes pédagogiques, mais aussi, plus tard, on verra, recherche du sens, c'est-à-dire donner du sens à ce que vous faites, puisque c'est la clé numéro 4, qui est la réflexivité, on verra tout à l'heure. Donc, le deuxième point, qui est la désignation préalable d'un formateur ou accompagnateur à FEST. Alors aujourd'hui, ça, c'est des questions qui reviennent systématiquement. Est-ce qu'on est obligé d'être certifié? Je vais répondre à la question, Monique. Non. Hein. Donc aujourd'hui, il n'y a pas cette obligation d'être certifié, mais c'est aujourd'hui. Alors évidemment, au fur et à mesure que les choses vont avancer, les choses peuvent changer, et tant mieux hein, plus tard. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas une obligation d'être certifié. Alors je vais m'arrêter sur la deuxième clé parce qu'il y a une question. Est-ce que le formateur appartient à l'entreprise ou peut-il être extérieur? Très bien. Donc ça, c'est une question qui revient systématiquement. Alors, en général, admettons que… Alors, il y a deux cas, à vrai dire. Le premier cas, c'est que le client ou l'entreprise est un OF, un centre de formation, ou une entreprise de formation qui est prestataire de grands groupes comme Auchan, Carrefour ou n'importe, hein, mais qui forment par exemple des salariés en entreprise. En général, eux, ils ont des formateurs consultants qui interviennent. Dans ce cas-là, évidemment, s'ils ont cette ingénierie pour mettre en place les AFEST, bon, à vrai dire, ils n'ont pas besoin d'un formateur externe pour les accompagner, d'accord, à transformer leur formation en AFEST. Par contre, il est conseillé de former leurs formateurs aux AFEST. Ça, c'est une bonne chose. Le deuxième cas, qui est le cas d'une entreprise standard qui souhaite former leurs salariés sur, je vais dire n'importe quoi, sur une ligne de production, sur une technologie bien spécifique. Alors, au lieu d'aller se déplacer vers une école ou un OF, évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'ils peuvent faire appel à un prestataire externe pour mettre en place une AFEST en interne. Et à ce moment-là, moi, ce que je conseille aux formateurs qui interviennent de l'extérieur est de former un référent AFEST au sein de l'entreprise, d'accord?
Et à ce moment-là, le référent AFEST sera un salarié tout simplement de l'entreprise. Évidemment, comme le premier cas, si vraiment ils ont cette ingénierie, bon, en définitive, ils n'auront pas besoin d'informateurs externes. Donc, ils formeront en interne un référent AFEST, tout simplement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Monique, ou pas. Très bien. Bon, j'ai essayé de répondre, mais après, vous pouvez reposer encore une question si vous voulez. Donc là, pour continuer sur la deuxième clé, c'est bien sûr le formateur, accompagnateur ou référent AFEST. Concernant la troisième clé, c'est, alors là, on rentre vraiment, pour moi, c'est vraiment, je dirais, le deuxième, je dirais, point fort des AFEST, c'est les séquences réflexives. Et là, ça va questionner, c'est que la mise en place de phases réflexives distinctes des mises en situation de travail. On est bien clair que les séquences réflexives sont séparées des mises en situation de travail et doivent être destinées à être utilisées à des fins pédagogiques. C'est-à-dire que à des fins pédagogiques, les enseignements de la situation de travail. Alors, il faut bien distinguer que dans les AFEST, une séquence réflexive, c'est quelque chose qui est complètement à part. Après, on verra comment, oui, parce qu'il y a plusieurs possibilités, mais il faut comprendre que en termes de dispositif et en termes de la loi, on ne peut pas dire que la situation de travail, c'est aussi une séquence réflexive. Donc, il faut vraiment distinguer ce qu'on appelle des mises en situation de travail, l'action de travail, l'action de production, d'accord, et les séquences réflexives. Et là, on verra à quel moment ces séquences vont intervenir. Et le champ est très large. Ça, c'est premièrement. Peut-être pour rester encore sur les séquences réflexives, et là, ça va poser la problématique de la formation du formateur ou du référent AFEST. On est bien d'accord, on ne peut pas demander à une personne de faire une analyse de sa propre pratique ou action de travail si le formateur lui-même n'arrive pas à faire sa propre pratique. Ça, c'est une règle, c'est évident. C'est évident, on ne peut pas, et d'ailleurs, il faut rentrer, on va dire, il ne faut pas restreindre la définition de la réflexivité, puisqu'on peut aller très, très loin. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a plusieurs techniques de réflexivité. Qu'est-ce que vous utilisez comme technique de réflexivité? Je vais donner un exemple très simple, parce que quand on est en médecine, par exemple, ou quand on forme des infirmières, on va tout simplement distinguer des moments de réflexivité qui vont être complètement différentes si on est dans une formation, par exemple, de boulangerie ou une formation de pâtisserie ou une formation d'ingénieur, tout simplement, d'où la nécessité de la formation du professionnel. D'accord? Donc, la troisième clé, elle est là. Donc, première clé, l'analyse du travail. Deuxième clé, c'est comment dire, mettre à disposition un professionnel, un formateur, accompagnateur à FEST. Et la troisième, c'est vraiment les séquences réflexives. Ça, c'est la troisième clé. Donc, l'objectif, c'est d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation. De chaque mise en situation. On est bien d'accord? Ça veut dire qu'une séquence réflexive peut arriver après 3 séquences de mise en situation de travail, ou elle peut aussi arriver juste après une mise en situation de travail. Ça, tout dépend du processus d'ingénierie qui a été mis en place en amont. Donc, ça, c'est la troisième séquence. Donc, la quatrième clé, c'est l'évaluation. Alors, c'est vrai que la prochaine fois, je présenterai l'évaluation en deuxième position, parce qu'on a toujours tendance, alors malgré qu'elle n'est pas à la fin, mais c'est vrai que l'évaluation dans les AFEST, elles sont spécifiques, les acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action. Alors, il y a deux, je dirais, alors on ne va pas rentrer dans l'aspect quelles sont les différentes méthodes d'évaluation formative, sommative, tout ce qui c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est tout, c'est le positionnement des évaluations dans votre parcours de formation en situation de travail.
dans les AFEST, pour ce qui me concerne, l'évaluation est permanente. D'accord? Donc ça, c'est une chose. D'abord, elle est permanente. Deuxièmement, elle jalonne le parcours. Alors, le jalon, on est bien d'accord, c'est ce qu'on appelle, que ce soit en informatique, les datlines. C'est des moments forts, c'est des temps forts d'évaluation. Reste à voir comment vous évaluez, qu'est-ce que vous évaluez et pourquoi vous évaluez. Ça, c'est une chose. Et à chaque fin d'action, de travail ou, bien sûr, de réflexivité, on peut conclure tout simplement après une évaluation. Donc, l'évaluation, elle est très importante dans les AFEST parce que c'est un champ très large, très, très large, qui va avoir des répercussions très importantes sur le parcours, mais aussi les séquences de réflexivité. Donc, ça, c'est le quatrième point qui est le point de l'évaluation. Je dirais dans l'évaluation, dans les AFEST, comme peut-être dans les autres parcours de formation, on parle beaucoup d'observation. D'accord ? Et après, on peut étayer encore plus cet aspect. On finira avec le cinquième point qui est aussi important, c'est tout simplement la traçabilité. Et bien sûr, si vous êtes tous certifiés Calliope, vous devez savoir tout simplement qu'est-ce qu'on entend par traçabilité. Donc, grosso modo, c'est les éléments de preuve qui vont prouver les conditions de traçabilité de votre parcours de formation, autant sur l'analyse des situations de travail, sur les moments de réflexivité et les outils que vous allez utiliser, les méthodes que vous utilisez, mais aussi les évaluations qui jalonnent ou qui finissent chaque action. Donc voilà, 5, la traçabilité, les conditions de la traçabilité par le décret donc 1330 du 28 décembre. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire une AFES sans numérique, hein, sans informatique. Et vous allez me dire, c'est vrai que l'informatisation a tellement pris du poids et une importance sur nos métiers qu'on ne peut pas tracer sans élément de preuve, que ce soit numérique ou que ce soit d'une autre manière. Hein. Mais il est préférable quand même d'utiliser des outils qui vont nous faciliter le travail sur cette partie. Donc ça, c'est la clé numéro 5. Et je pense que je vous ai un peu, je dirais, étayé les 5 points les plus importants. Et ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, avant de continuer, pour dire pourquoi il faut y aller dans les AFEST. Donc, on peut se donner, si vous voulez, quelques minutes. Hein, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Si vous n'avez pas de questions, c'est que tant mieux. Hein, c'est que... Si, moi j'ai une question. Oui. Du coup, je la pose directement. J'ai zappé pile à ce moment-là, je crois. Du coup, est-ce que Ouais. le formateur AFEST a besoin d'être là? Est-ce qu'il peut être là pendant la situation de travail? Alors, faut-il obligatoirement une formation? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut une présence du référent ou du formateur AFEST au moment où par exemple, l'apprenant est en situation de travail, c'est ça hein, la Ouais, question. ouais. Bah, à vrai dire, oui et non. Oui et non, parce que c'est tout dépend le process que vous avez mis en place. D'accord. Je m'explique. C'est que si le sujet, si l'apprenant a pris en compte les consignes euh, de l'action qu'on lui demande en situation de travail, à un moment donné, il est censé être en autonomie. D'accord? On peut être observateur, mais sans pour autant faire à la place, par exemple, ou montrer ou guider sur des moments. Hein. Je ne dis pas qu'il faut le laisser faire, Oui, mais ça, c'est tout dépend du processus que vous avez mis en place. Moi, ce que je conseille systématiquement, c'est qu'il faut laisser faire. Il faut laisser faire, mais étant donné que vous avez mis en place des séquences de réflexivité, donc vous allez revenir sur l'action, et vous avez mis en place ce qu'on appelle des éléments de preuve de traçabilité, comme quoi l'action ou les étapes ou le processus a été déjà fait. Alors, je ne dis pas respecté, mais fait. oui. Vous pouvez revenir dessus, de toute façon. Ok. Et est-ce que, dans le cas où plutôt d'ailleurs le formateur est présent, ça peut être une équipe entière?
qui est formé dans la FEST, ou en tout cas plusieurs professionnels d'une équipe en même temps. Alors, moi, j'ai que des équipes, hein. Pour C'est vous ça. donner un exemple, moi, j'ai à peu près 23 stagiaires qui sont complètement en AFEST. Donc, on fait du multimodal. Ils sont, par exemple, pendant 3 jours, ils sont complètement en AFEST, en situation de travail. Et avec le D'accord? formateur présent à ce moment-là qui observe. C'est ça. Alors, le formateur vit avec eux, hein. Donc là, après, c'est toute cette sémantique d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il est là, il y a des moments où il est là, mais il y a des moments où il doit être invisible. Oui, oui, tout à fait. OK. D'accord? Donc, évidemment, oui, oui. Et d'ailleurs, ça marche très, très bien quand c'est. Je n'ai pas essayé en individuel, à vrai dire, je ne l'ai jamais fait. Mais on travaille beaucoup par groupe sur des postures complètement différentes. Mais évidemment, je suis là, on est là, mais sans être présent, quoi. On les laisse travailler parce que de toute façon, il y a du travail à faire. Après, derrière, oui, il y a des processus, il y a des procédures, il y a des éléments de preuve qui font que après, s'ils ont des questions, on est là aussi. Hmm. Ok, merci. Mais c'est un processus que je fais déjà et je voulais être sûre que ça rentre bien dans le cadre de la FEST. Donc c'est Oui, bien. oui, oui. Donc ça rentre vraiment dans l'aspect accompagnement. Après, c'est aussi de l'observation, hein. Donc, on observe des postures qui changent. Après, on verra un peu sur les compétences demandées à terme, quoi. Ok, merci. Voilà. Très bien. Donc, on va continuer. Là, il nous reste à peu près 30 minutes. Alors pourquoi, sur le sommaire, tout à l'heure, on avait posé la question du c'est quoi exactement les AFES? Donc on a essayé un peu de répondre à cette partie juridique et à cette partie procédurale. Alors j'aime pas trop utiliser ingénierie parce que tout le monde utilise l'aspect ingénierie et ça fait que du coup, je n'ai pas envie trop de rentrer dedans. Mais par contre, elle est très très importante cette partie, hein. C'est un peu plus compliqué quand on est en entreprise pour X raisons, c'est un peu plus facile quand on est en formation. Quand on est en formation, c'est un peu plus facile. Pourquoi? Parce que on accepte l'erreur, hein. Et vous allez voir, on va voir que pour moi, l'expérientiel ou l'expérience sans erreur, ben, on n'apprend pas, surtout dans les affaires, ce qui est un peu compliqué en entreprise. Donc, ce qu'on peut dire un peu des AFES, c'est que l'action de formation en situation de travail est un dispositif de construction des compétences du sujet. Donc, j'utilise plus le terme développement et j'utilise plus aussi la notion d'innovation parce qu'elle n'a plus, pour moi, hein, peut-être je peux avoir tort, hein, mais c'est vrai qu'évidemment, n'a plus de sens parce qu'on a tellement utilisé l'aspect innovation que ça a perdu complètement son sens. Alors, l'idée aussi, c'est de sortir de nos propres habitudes. C'est pour ça que ce qu'on dit, c'est les AFES, on est dans la construction des compétences du sujet, dans des situations organisées, parce que c'est des situations organisées, de formation réflexive. Alors là, il y a une petite. Donc, dans une action de travail. Donc, voilà. Donc, ça, après, ça peut mouliner, ça peut. Mais ce qu'on essaie surtout d'expliquer, c'est que il faut que votre AFEST ait du sens. Pourquoi ait du sens? C'est que dans les séquences réflexives, vous ne pouvez pas faire une analyse, le sujet ne peut pas faire sa propre analyse de ses propres pratiques si, à un moment donné, le formateur n'a pas travaillé le sens propre de ce qu'il a envie de transmettre en termes de formation, en termes de construction ce qu'on appelle les soft skills, les compétences transverses, par exemple, parce qu'on va beaucoup travailler cette partie. Et d'ailleurs, on travaille tout le temps cette partie parce que les compétences techniques, en général, ne posent pas de problème, hein. Même s'il y a des difficultés d'assimilation des compétences techniques au début, mais on y arrive, hein, on y arrive par des processus, ce qu'on appelle les micro-compétences ou les macro-compétences et les micro-compétences. Et ce qui est plus dur et plus difficile, c'est de transmettre et de construire ces compétences transverses. Alors, la dernière question qu'on doit se poser, pourquoi il faut y aller, que ce soit en entreprise ou en organisme de formation, c'est que les pistes de solutions, c'est que
l'idée, c'est qu'il ne faut pas tenter d'améliorer ce que l'on fait déjà, d'accord, en utilisant de nouveaux outils technologiques, par exemple, ou dispositifs, mais il faut vraiment repenser à faire différemment. Hein. L'idée, c'est de sortir de ce paradigme à vrai dire, des formations linéaires. Hein. La plupart des formations, elles se font toutes pareilles, hein, ça on le sait. Même si on innove en termes de technologie, d'outils, médias, à vrai dire, on reste toujours sur le même dispositif, quoi, hein. Sauf des cas, hein, mais l'idée, c'est ça. Et l'idée, c'est de penser, faire différemment. Et pour penser différemment, il faut sortir de ce paradigme. Alors, quelques approches qui intègrent les AFEST en termes d'organisation, c'est bien sûr l'espace, le temps, c'est des notions que la situation, le contexte, la cohérence, je dirais la cohérence de ce qu'on présente et ce qu'on fait. Hein. La professionnalisation, en termes pédagogiques, c'est les modèles, les évaluations, le paradigme, l'erreur. Hein, il ne faut pas que l'erreur soit quelque chose de terrible. La réflexivité et surtout la didactique. C'est pour ça qu'on parle de recherche du sens en termes d'AFEST. C'est très important. Et surtout la technologie. Il faut utiliser impérativement les technos, le numérique, les outils, les infrastructures, les solutions web. C'est à travers ça qu'on va trouver tout ce qui est collaboration, coopération, les ressources et bien sûr la multiplicité tout simplement des actes, des actions, des tâches. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour un formateur à FEST? D'accord. Il faut des pistes pour les parcours de formation. Ça veut dire qu'être un apprenant modèle, hein, c'est ce qu'on demande en général pour un référent ou un AFEST, découvrir et apprendre avec ses stagiaires. On apprend tous les jours avec nos stagiaires. On n'est pas le détenteur du savoir, même s'il nous répercute cette image sur nous, hein, mais on ne l'est pas. Tenir ses connaissances et compétences à jour, ce qui est tout simplement créer une veille à tous les niveaux, se réseauter, donc partage des bonnes pratiques, se mettre en question toujours, l'analyse de notre propre pratique, adapter ses pratiques et son rôle, la formation par la réflexivité, et ça c'est tout un sens, toujours se remettre en question, la performance par la formation et la construction de compétences par l'expérience. Donc ça, c'est un peu quelques idées, quelques pistes. Alors, si ça vous intéresse, quelques stats hein, pour vous montrer un peu qu'il faut changer avec le changement, que ce soit de la société, mais aussi des stagiaires. C'est qu'en termes de motivation à l'égard des études, par exemple, il y a une étude qui date de 2015, il y avait 77% qui étaient motivés. En 2021, il y en a 44%. Je fournis le maximum d'efforts dans mes études. En 2015, il y en avait 74. Aujourd'hui, c'est 37. Donc, la question, c'est de se poser pourquoi. Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi est-ce que je possède une bonne méthode de travail? Avant, on considérait oui. Maintenant, non. Hein. Je suis confiant de réussir mes études. Avant, oui. Maintenant, un peu moins. Un peu moins. Et l'idée, c'est aussi, nous, en tant que professionnels, enseignants, formateurs, c'est de se remettre en question et dire, voilà, est-ce qu'on peut proposer autre chose dans la formation professionnelle, mais aussi une autre manière de former en entreprise. Très bien. Donc, l'ennui, la motivation, même lutte partout. Hein. Ce que je voulais sur cette partie aussi, donc je vais vous montrer un peu, donc je vais faire, voilà, on y est. Voilà. Alors, pour faire un peu je dirais, c'est pas vraiment c'est pas une comparaison, mais alors des fois peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais alors que ce soit en école ou en formation, sur la formation traditionnelle, on est sur connaître, mémoriser. Hein, je connais, je mémorise, alors que on devrait travailler en mode systématiquement problème. D'accord. Donc, d'ailleurs, il y en a de moins en moins de cours, je dirais, cours élèves en face. Donc, c'est plutôt faire résoudre des problèmes. D'accord. Faire toujours une analyse des pratiques, comment on a résolu le problème. Centrer de l'enseignant, du formateur, du formateur, on n'est pas loin sur
le centrer sur d'abord le stagiaire et la pratique. C'est le stagiaire le cœur du système, du parcours. Peut-être faire un peu moins d'individuel et un peu plus de collaboratif. Le stagiaire consomme de l'information dans des standards, hein, je dirais dans des formations linéaires ou dans des parcours malheureusement des fois linéaires. Et ce qu'on propose, c'est vraiment le stagiaire crée, construit du sens à sa propre formation. Hein, l'idée, c'est qu'il prenne en main son parcours. C'est son parcours de formation. Des fois, on a peu de sources, hein, et dans la sémantique ou le paradigme qu'on propose, c'est plusieurs de sources. Sur les formations, et d'ailleurs, on retrouve ça un peu dans les actions de formation de situation de travail, quand on commence à travailler la partie didactique, la partie pédagogique. Ici, l'erreur, c'est de l'apprentissage. J'ai fait une erreur, je vais le refaire. Après, tout dépend de l'évaluation que vous mettez en place. Si votre évaluation, c'est le résultat, ou bien est-ce que l'évaluation, c'est le processus, est-ce que la procédure a été respectée pour arriver au résultat ou pas? Parce que des fois, il y a des stagiaires ou des professionnels qui vont peut-être arriver au bon résultat, mais autrement. Donc, on découvre nous aussi. Donc ici, le stagiaire pose des questions, cherche. Le stagiaire pense, agit. Donc, il cherche, il pense, il agit. Et on est sur de l'interdisciplinaire et bien sûr de l'individualiser dans le sens où le stagiaire va prendre son propre parcours, hein, parcours de formation et de développement des compétences. Très bien.